Après la liste du début d'année sur le premier semestre, puis celle de cet été, on continue cette petite série de top plus succincts en solo et sans débat, avec un petit recap des meilleurs films de cet automne. Alors l'automne est souvent le rendez-vous des films de festival qui sortent en salle en fin d'année et marquent souvent les esprits, donc évidemment il y a eu quelques pépites, mais aussi de bons divertissements et quelques films plus atypiques. Je vous propose donc un petit top 20 qui sera comme la dernière fois par liste alphabétique, il n'y voit donc pas d'ordre de qualité, ils ne sont d'ailleurs pas tous aussi forts les uns que les autres, mais ils valent tous au moins le détour. Et ça va de soi, la liste n'est évidemment pas exhaustive, de 1 il y a très probablement eu d'autres petites pépites que j'ai pu rater, et de 2 elle ne reflète que mes sensibilités personnelles et mon propre avis sur la qualité des films, comme d'hab, dans un mélange personnel entre appréciation subjective de l'histoire et du style, et puis disons des observations plus objectives des qualités narratives et cinématographiques de ces films-là. Donc, le premier sur la liste dans l'ordre alphabétique, c'est le film français de ce second semestre. Il s'agit bien sûr de l'épopée romantique de Gilles Lelouch, L'amour ouf. Bien qu'il y ait à mon sens 2 films dans le film, avec une première partie nettement supérieure à la seconde, le film fonctionne très bien dans l'ensemble et nous en met plein la vue avec une mise en scène époustouflante portée par une bande-son très riche et un superbe casting avec notamment François Civil et Adèle Exarchopoulos, même si ce sont finalement plus le duo des jeunes Malik Frika et Mallory Vanek qui nous emportent dans cet amour de jeunesse incandescent, inconditionnel et impossible. Le film suivant n'est autre que la palme d'or de cette année au Festival de Cannes, à savoir le film indépendant américain Anora. Le réalisateur, Sean Baker, nous emmène dans le monde des travailleuses du sexe avec un récit surprenant qui débute plutôt de manière conventionnelle pour nous embarquer dans une folle histoire aux riches personnages et sous-textes. C'est surtout un film qui réussit à brillamment varier les registres et les tons, en passant d'une première partie romantique et musicale à une seconde comique et rythmée en synchro avec la durée du film, pour finir sur une dernière partie dramatique et silencieuse, pleine de désillusions et d'introspection, et tout ça avec une fluidité déconcertante. On reste ensuite au Festival de Cannes avec un film en compétition mais non primé, c'est The Apprentice, le biopic sur la jeunesse du succès de l'ancien et nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Le biopic se concentre en fait sur les années 70 à 80 et son ascension dans le monde de l'immobilier, aux côtés de l'avocat Roy Cohn. C'est une œuvre tragicomique et prémonitoire qui sert aussi bien de miroir sur l'actualité que de rétrospective sur une décennie de libéralisme exacerbé. C'est un film sur le pouvoir et le système politique américain, et une sorte de double biopic porté par l'excellent Sebastian Stan et un Jeremy Strong qui réussit le tour de force de nous émouvoir avec son personnage glaçant. Et pour finir les films en A, nous avons un superbe film historique norvégien intitulé en France The Arctic Convoy. Il nous plonge en 1942 au cœur d'un convoi maritime de civils escortés par la marine militaire et faisant route pour livrer des vivres et du matériel à l'armée rouge, avec sur son chemin évidemment la marine allemande. C'est un film plein de tensions du début à la fin, grâce aux conflits extérieurs au navire, bien sûr, mais aussi aux oppositions internes au navire dans lequel nous embarquons, car le film se concentre véritablement plus sur ses personnages, leurs incertitudes et désaccords, que sur l'action guerrière, bien que le film n'en manque pas, et la met très bien en scène avec un tout petit budget. On passe ensuite en film en C, et on commence par un superbe film de streaming sorti la semaine dernière, c'est Carry On sur Netflix. C'est un film de Noël à la Die Hard, porté par Taron Egerton dans le rôle d'un agent de sécurité d'aéroport, et un machiavélique Jason Bateman le manipulant pour faire passer un dangereux colis. La tension est très bien rendue, en particulier grâce à un superbe montage et un bon scénario, qui reprend certes pas mal de codes conventionnels, mais les exploite particulièrement bien pour un résultat final très fun et divertissant. Bref, c'est un très bon film de streaming. Vient ensuite un film sorti dans assez peu de salles en France, ça s'appelle Les Chroniques de Téhéran, et c'est un film iranien tourné en Iran et ayant contourné la censure par une forme atypique, celle d'une collection de vignettes comme un assemblage de courts-métrages, dont l'ensemble peint le tableau de la société iranienne d'aujourd'hui, et en particulier sa relation avec les différentes autorités du régime. C'est un film court dans sa durée, mais avec une succession de très longs plans fixes, où le citoyen fait face à une autorité que le spectateur se retrouve à incarner de fait, et dont le hors-champ va considérablement peser sur le message du film. C'est une œuvre évidemment critique, mais aussi très symbolique. On passe ensuite à un film très discuté en ce moment, notamment dans le cadre des Oscars, et en particulier pour son acteur principal Ray Fiennes, qui n'en a jusqu'ici jamais gagné et qui livre dans Conclave une performance calme et intense. C'est un pur thriller quasi à huis clos qui nous enferme avec les cardinaux rassemblés au Vatican pour y élire leur nouveau souverain pontife après la mort du pape. C'est un suspense politique et un jeu d'alliance auquel même le pape décédé s'est invité par anticipation, et qui cache de nombreuses révélations dans des décors magnifiquement éclairés et cadrés par le chef opérateur français Stéphane Fontaine, pour ce film splendide et surprenant d'Édouard Berger. Seule la fin, post-dénouement, dénote un peu de l'ensemble. Viennent ensuite 3 films français, à commencer par le film de cette fin d'année en salle, à savoir En fanfare, avec Benjamin Lavergne et Pierre Lautin. C'est un film à la fois comique et émouvant, qui réussit très bien ce savoureux équilibre tout en y ajoutant une importante dimension musicale avec cette histoire de 2 frères séparés à la naissance et réunis plus tard par la musique.
C'est également un film social, mais il se concentre très bien plus sur ses personnages que sur son cadre social et réussit l'une des plus belles fins de cette année, avec une magnifique double séquence musicale bouleversante. Le suivant est un film de procès de et avec Daniel Auteuil dans le rôle principal, aux côtés d'un très bon Grégory Gadebois, ainsi qu'Alice Belaïdi et Cissé Baut-Knudsen qui est de retour dans le cinéma français pour un rôle secondaire. Ça s'appelle Le Fil, et c'est l'histoire d'un père de famille arrêté pour le meurtre présumé de sa femme, qu'il nie en bloc, mais sans qu'il y ait véritablement d'autres suspects. Autrement dit, une affaire impossible que le grand avocat qu'Auteuil interprète décide de représenter par pure et intime conviction. Ensuite, voilà à nouveau un film très atypique sur la forme, c'est le film d'animation lituano-français Flo. Le réalisateur Gins Zilbalodis fait en effet le pari de nous plonger dans un monde futuriste et un récit sociétal et environnemental sans le moindre dialogue. Il n'y a en effet aucun personnage humain, et c'est lié au script qui nous emmène dans un monde post-humain au gré du voyage d'un chat solitaire, qui va se faire des ennemis et des amis sur la route, et devoir faire des choix de survie et de partage au sein d'une arche sans Noé. Le tout dans un style visuel assez particulier, au dessin presque en esquisse, mais au mouvement hyper réaliste, pour nous faire facilement comprendre les faits et gestes et motivations des différents animaux. On passe ensuite à un autre film iranien, celui-ci primé à Cannes d'un prix spécial pour son réalisateur Mohammad Rasoulov qui a fui après le tournage de ce film. C'est bien évidemment Les Graines du figuier sauvage dont on réentendra parler très certainement aux Césars et aux Oscars car le film y est présenté par l'Allemagne. C'est un film qui s'attaque au mouvement Femmes, Vie, Liberté, à savoir le mouvement de résistance pacifique en Iran sur les questions féminines et de droits sociaux à travers l'histoire d'une famille, d'un père rouage du régime et de ses filles portées par un puissant désir d'amélioration générationnelle. C'est un film fort mais un petit peu long et peut-être même un peu déséquilibré sur la fin. On a ensuite l'histoire de Souleymane, un film social français sur l'immigration africaine non régulée et ses conséquences sur le marché du travail avec un personnage principal, le livreur Uber Eats, qui partage tout, de son dortoir à ses fringues en passant par sa propre rémunération dans un système infernal qui tue la bonne volonté et interroge sur la notion même de demandeur d'asile. C'est une œuvre forte, brute, tendue et rythmée avec une excellente fin qui joue au contraire sur la longueur d'un dialogue et les décisions du personnage durant celui-ci. Le suivant est un film coproduit en Italie, en Espagne et en France, et du réalisateur russe Kirill Serebrennikov. Ça s'appelle Limonov la balade, et c'est un faux biopic du poète soviétique Eddie Limonov qui reprend évidemment des éléments de sa vie, mais en les racontant sous son point de vue et en imaginant donc certains choix et raisonnements de cet artiste raté, passé de l'Ukraine à la France en passant par New York dans un style parfois punk, parfois onirique et avec d'incroyables transitions spatio-temporelles magnifiquement mises en scène. L'acteur anglais Ben Whishaw y interprète Eddie, dans une performance très variée et parfois méconnaissable. Après, le style du récit est assez particulier et il peut facilement faire décrocher son spectateur, notamment sur sa gestion du ton et ses enjeux narratifs. Pour ce qui est des films en N, nous avons 2 films français, et 2 premiers films d'ailleurs, à commencer par Ni chaîne ni maître, réalisé par Simon Moutairou, qui nous plonge sur l'île Maurice en 1759 et s'attaque au sujet historique de l'esclavage et du marronnage. C'est l'histoire d'une fuite initiatique à travers la jungle entre course-poursuite et pouvoir de féticheur dans une quête de liberté souvent oubliée de l'histoire française. Avec une très belle photo et de bons acteurs, y compris une surprenante Camille Cotin dans un rôle secondaire, c'est une œuvre onirique, poétique et culturelle, à la fois très réaliste dans la violence du colonialisme et parfois plus contemplatif, bien que l'intrigue reste intense. Quant à La nuit se traîne, c'est un pur thriller urbain coproduit en Belgique et en France et réalisé par Mickaël Blanchard. C'est un thriller nocturne qui nous plonge dans les rues de Bruxelles avec un serrurier qui va se retrouver involontairement impliqué dans les plans de la pègre locale et pris dans une spirale infernale. Le scénario sans temps mort maintient une tension de fou jusqu'à la fin dans un style visuel très réussi à l'atmosphère insomniaque et une mise en scène dynamique de grande qualité et souvent en plan séquence. Le tout sur une bande son entraînante, bref l'ensemble est haletant, surprenant et très très maîtrisé. On passe ensuite au second film d'animation de cette liste, probablement l'un des plus émouvants et touchants, voire nostalgiques pour certains, c'est bien sûr Le Robot Sauvage des studios DreamWorks. L'animation nous emporte sur une île vierge de toute civilisation humaine où un robot en pleine crise existentielle en vient à s'occuper d'un bébé oie qu'il va élever comme son enfant. Le film réussit 2 premiers actes particulièrement forts, quand le 3e se veut lui plus conventionnel, disons, même s'il fonctionne néanmoins très bien. C'est un film qui parle à la fois de famille recomposée, d'adoption, de maternité, de parentalité, d'enfance évidemment, mais aussi d'écologie et d'environnement, bref un superbe film d'animation qu'apprécieront les enfants et qui parlera également aux parents. Le suivant est un autre film français, ou plus particulièrement un film corse, c'est Le Royaume, réalisé par Julien Colonna, dont c'est le premier long métrage. C'est un film qui crée une véritable atmosphère et laisse son récit couler progressivement, gré d'événements familiaux et locaux, que l'on suit sous l'œil d'une relation père-fille, singulière et très authentique. C'est à la fois un film de mafia, une étude de personnages au pluriel, et une plongée d'époque, portée par d'excellents acteurs et une belle histoire. On enchaîne ensuite avec 2 coproductions françaises, dont The Substance, qui a remporté le prix du scénario à Cannes, et est bien parti dans la course aux Oscars, notamment pour son actrice principale.
C'est un film que l'on pourrait qualifier de body horror, même si ce serait un petit peu réducteur, car c'est un film avant tout porté sur le corps, les questions de beauté, de vieillesse, d'apparence et de la place de la femme dans cette société prônant une certaine jeunesse et un certain canon. C'est un film construit sur 3 temporalités, passé, futur et présent, avec 3 identités bien distinctes, et un récit qui joue avec les limites pour les dépasser, que ce soit dans l'acharnement corporel, visuel, voire sonore. C'est un film volontairement surchargé et perturbant, qui ne plaira certainement pas à tout le monde, mais qui porte un message fort, très conceptuel et admirablement joué par Demi Moore et Margaret Qualley. L'autre coproduction française nous emmène non plus en Californie, mais bien au Québec, avec le nouveau film de Xavier Legrand qui s'intitule Le Successeur, un titre à double sens évidemment. En fait, il mélange les genres et les tons pour créer un vertigineux drama suspense, pour le qualifier de la meilleure des manières sans rien spoiler, tellement le film nous emmène dans de fausses directions. Et c'est un portrait de personnage troublant dans un film oppressant et anxiogène, de son magnifique plan d'ouverture à celui de fermeture, dans un récit mystérieux, surprenant et saisissant, et à la mise en scène minutieuse, pour finir sur une conclusion absolument dévastatrice. Et pour finir, on passe au dernier film iranien de cette liste, Tatami. C'est un film d'exil et surtout co-réalisé par un Israélien et une Iranienne, à savoir Guy Natif, le réalisateur de Golda notamment, et Zahar Amir Ebrahimi, l'actrice qui avait notamment été primée à Cannes pour Les Nuits de Mashhad. Tatami, c'est donc un film mêlant combat sportif et politique dans une opposition entre une famille et un régime, ainsi qu'entre une combattante et sa coach. C'est donc un film de duel en quelque sorte, qui nous enferme dans son univers et son tournoi de judo, de par une unité de temps et de lieu tout du long, et avec une très belle photo faite d'un cadrage 4/3 et de clairs obscurs. Voilà donc pour cette liste. Évidemment, comme j'ai dit au début, il y a très certainement plein d'autres films cool qui sont sortis cet automne. Il y en a que j'ai pas eu le temps de voir avant l'enregistrement de cette vidéo, comme The Piano Lesson sur Netflix, ou The Sweet East, The Wall, Diamant Brut, le très acclamé au Québec Vampire humaniste, charge suicidaire consentant, ou encore les films portés par Saoirse Ronan comme The Outrun et Blitz, ainsi qu'évidemment le très attendu Nosferatu de Robert Eggers qui ne sort que le 25 décembre. Il ne faut pas non plus oublier d'autres bons films de ce second semestre comme la comédie sociale et historique allemande La Belle Affaire, mais aussi le film français Miséricorde ou le divertissement péplum de Ridley Scott Gladiator 2, ainsi que le Grand Prix de Cannes de cette année, All We Imagine As Light, ou encore le très attendu et qui a beaucoup déçu, bien qu'il fût très intéressant dans son développement, Joker Folie à 2. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette liste et à nous donner vos propres préférences de l'automne. D'autres vidéos récap de l'année et les fameux top 10 en équipe seront bientôt disponibles. Et je rappelle que les critiques de tous ces films sont évidemment à retrouver en intégralité sur notre site ou nos pages Facebook et Instagram, dont les liens sont en description. Et on vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et joyeux Noël.